crois qu'il faudra aussi, toujours dans l'intérêt du patient, améliorer l'organisation des sorties de l'hôpital, sorties hospitalières. On en parle depuis longtemps, mais je crois qu'il y a des choses à améliorer encore. Nous l'avons vu avec le rôle important que les pharmaciens ont joué dans la vaccination. Nous avons un rôle à jouer dans la prévention. La prévention est un axe que le gouvernement affiche clairement. Hein. Je pense que là aussi, que ça soit avec les tests d'orientation rapide et de diagnostic rapide, pardon, et la vaccination, y compris, pourra peut-être pousser le bouchon, je dirais, un petit peu plus loin, pouvoir vacciner sans forcément avoir un bon. Si un adulte veut se faire vacciner, pourquoi pas? Bon, il y a un débat, ça fera débat, mais pourquoi pas? Si si le pharmacien est capable de vacciner quelqu'un qui a un bon, je pense qu'il est aussi capable de vacciner quelqu'un qui n'a pas de bon. Enfin, votre profession, notre profession est un tournant. Et si nous avons, et les pharmaciens ont à juste titre des inquiétudes quant à la démographie médicale, notamment en zone rurale, je crois que du coup, c'est peut-être une opportunité pour rappeler ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons appris, et dans l'intérêt, encore une fois, des patients. Cette relation de confiance qu'il y a entre les patients et le pharmacien d'officine, cette expertise que nous avons, cette capacité à nous former et cette proximité fait que, voilà, là aussi, ce sont des bonnes bases pour être de vrais acteurs de santé. C'est quoi l'essentiel? C'est bien à un moment donné le bon accompagnement du patient, y compris jusqu'à la sortie, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à domicile, et la bonne prise en charge. Cette question des sorties hospitalières, c'est peut-être pas le cas partout aussi, il ne faut peut-être pas faire de quelques cas des généralités, mais à mon avis, est à améliorer. Moi, je voulais juste reprendre, parce que je crois qu'il y a 3 points essentiels dans le projet de loi de santé qui vous concernent particulièrement. Il y a l'article 7 sur, en gros, essentiellement les CPTS. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. C'est vraiment l'unité sur laquelle le système de soins va s'organiser sur le territoire. Et moi, je vous engage, alors je pense que je parle plutôt à des gens convaincus et leaders dans leur territoire, mais je vous engage vraiment à y prendre toute votre part et à entraîner les professionnels de santé autour de vous pour monter des CPTS, parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit médico-centré. Via les CPTS, la meilleure clé pour les structurer initialement, je pense que c'est les soins non programmés pour le coup. Et là encore, vous avez toute votre part à jouer. Il y a 2 autres articles importants dans la modernisation pour le coup du système de santé. L'article 13 sur le télésoin. On a beaucoup avancé dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 en ouvrant la télémédecine. Et là, avec le projet de loi de santé, on va ouvrir le télésoin, donc vous permettre de façon beaucoup plus simple d'avoir des cabines et des outils de télémédecine dans vos officines. Et puis le 14 qui sera là sur la e-prescription. Alors là, pour le coup, ça sera une habilitation à légiférer par ordonnance pour la e-ordonnance. La e-ordonnance, typiquement, c'est ce qui potentiellement, je pense, peut changer la vie de vous, les pharmaciens, mais changer la vie des Français aussi. Donc voilà, trois articles en particulier que je veux mettre en lumière, sur lesquels il faudra particulièrement travailler ensemble. Et dans le projet de loi tel qu'il est écrit à l'heure actuelle, il est prévu que les ARS valident finalement les CPTS, ce que je crois assez cohérent, et c'est plutôt ce que je défendais, parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette sur le territoire, qu'il n'y ait pas des territoires qui soient non couverts par des CPTS, et à la fois aussi que les CPTS ne se recouvrent pas entre elles. Après, sur le plan juridique, je pense qu'il y aura un cadre bien défini qui doit être le plus simple et souple possible. Alors effectivement, il va y avoir cette loi de santé qui va venir, et moi je suis ravi que cette loi santé arrive. Elle était ambitieuse, Thomas Meunier l'a dit, et c'est vrai. Il y a une vraie volonté de laisser la parole, et ça répond peut-être aux interrogations des présidents des URPS, de laisser la parole au terrain, notamment dans l'organisation des CPTS. C'était une interrogation, j'en ai discuté avec mon directeur d'ARS, c'est vraiment laisser l'organisation et la mise en place au niveau du terrain. Et c'est comme ça que ça va marcher. Cette notion de soins coordonnés, qui effectivement est une notion hyper importante. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et dans quel but? Ce n'est pas pour défendre le rôle des pharmaciens, pour défendre le rôle des médecins, c'est pour défendre le patient, pour l'accès aux soins, pour sa bonne santé, et pour aussi également pour les personnes âgées, pour pouvoir permettre qu'elles puissent permettre de rester à domicile. Je voulais vous soumettre 2 petites idées en plus.
et encore une fois qui sont tirés du concret. Je voulais vous citer par exemple l'élargissement de la substitution, et notamment en prenant l'exemple de la crise du valsartan. Quand on a des renouvellements de traitement, lorsqu'on ne peut pas joindre le médecin parce que c'est le week-end, parce qu'il n'est pas disponible, etc., et bien nous, ensuite, les pharmaciens, on est dans la possibilité de savoir quoi faire. Et les patients, voilà, il y a une angoisse. Il y a eu un sondage qui a été fait par France Assos Santé à propos justement de ces ruptures de médicaments. Un Français sur 4 a été touché par ces ruptures de médicaments, et sur ces 1 Français sur 4, la moitié a vu son traitement changer. Moi, une des solutions que je voulais vous proposer, et pourquoi pas dans le cadre d'une expérimentation, comme pour la grippe, puisque c'est comme ça qu'on regarde, qu'on démine, qu'on regarde s'il y a des inconvénients, c'est la mode. Et puis en plus, je trouve que c'est une bonne solution. Ce serait sur des ruptures constatées par l'autorité sanitaire. Il ne s'agit pas de dire, tiens, moi j'en ai pas, donc je vais déclarer que c'est une rupture. Il faut que ça soit une rupture constatée. Et bien de pouvoir, sur recommandation, remplacer directement, si on ne peut pas joindre si on peut joindre le médecin, c'est parfait. Si on ne peut pas joindre le médecin, de le remplacer avec une équivalence de molécules et de posologie pour un traitement court, pour un mois, en attendant que le patient puisse revoir son médecin, qui réévalue le traitement et qui suive ça. Permettez-moi d'en donner une deuxième, mais vous m'excuserez, c'est qu'on défend notre bébé, donc le dossier pharmaceutique, l'EDP. Chaque Français doit avoir un espace numérique de santé personnel. Pas encore, mais ça va venir. Il doit, voilà. Et je trouve que c'est une formidable avancée, parce que comme ça, les Français pourront enrichir, pourront consulter. L'EDP n'est pas cité dans cet espace numérique de santé. L'EDP va au-delà de l'historique des remboursements que peut produire la CNAM ou la CPM, puisqu'il comporte effectivement les médicaments non remboursés. Moi, ce que je retiens sur la stratégie, on voit bien que l'axe de cette loi, en tout cas, va porter sur les CPTS. Donc, CPTS, la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre, pas prendre? Moi, je le redis, ça ne prendra qu'à la condition qu'on y mette du contenu. S'il n'y a pas une appétence pour expliquer pourquoi cette nouvelle organisation est utile, pour dégager du temps médical, trouver du confort dans l'exercice de son métier et relever les défis du territoire pour les patients qui sont en difficulté, on n'y arrivera pas. Donc il faut être ambitieux. Alors on a un vrai sujet qui est le sujet des médecins traitants. La CPTS ne va pas créer des médecins traitants, sinon ce serait trop facile. Mais la CPTS peut dégager du temps médical. Donc ça, c'est un élément indispensable. Où c'est qu'on peut dégager du temps médical? Il y a 2 axes. Premier axe, c'est, vous l'avez relevé, monsieur le député, c'est les soins non programmés. Pour les maires, on voit bien, le territoire sans médecin, c'est une catastrophe. Heureusement que les pharmaciens y restent encore, mais les pharmaciens, on l'a fragilisé si le médecin est parti. Donc il faut trouver la possibilité de dégager ce temps médical. Le second point, c'est, et merci encore de l'avoir soutenu dans le débat, c'est ressortir le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant, voilà, c'est un pharmacien qui est désigné, qui est choisi par le patient, et ce pharmacien, dans le cadre d'une coordination, pas forcément d'un protocole, mais d'une coordination, qui peut aller jusqu'au protocole, il peut allonger le traitement, renouveler les traitements, surveiller le patient, adapter les posologies. Sur le grand âge, le pharmacien correspondant, là aussi, il peut jouer son rôle sur le grand âge, à la fois à domicile et à la fois en EHPAD. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps là-dessus, organiser, sécuriser, bien évidemment, jamais faire prendre de risque aux patients, mais permettre, à travers la coordination, à travers l'article 51, de mettre de la fluidité dans le système et de permettre aux médecins d'être de nouveau intéressés par une intervention en EHPAD. Et ce qui vaut pour l'EHPAD vaut de toute manière pour le domicile, bien évidemment, puisqu'on a là aussi le même type d'option. Et le troisième point pour attirer sur la CPTS, on en a parlé ce matin, je ne m'attendais pas, c'est la sortie hospitalière. La sortie hospitalière, tout le monde attend une véritable réponse. Avant que le patient sorte, est-ce que le pharmacien, qui va être le premier à intervenir, parce que sans médicaments, sans pansement, l'infirmière ne peut pas intervenir. Donc le premier, d'abord, soit choisi par le patient, qu'il puisse, avant la sortie, avoir l'information des médicaments, du matériel qui va être mis à disposition, de pouvoir déjà coordonner avec l'infirmière pour savoir si elle doit passer à 18h pour faire la première injection, et d'avoir anticipé dans l'organisation des tournées, dans la mise à disposition du médicament, dans la livraison à domicile, et bien sécuriser cette sortie. Donc il y a un travail
à faire au niveau des hôpitaux que je trouve volontaires, parce qu'ils voient très bien quand on fait de la chimie orale, quand on fait sortir les personnes âgées, on voit bien que ça ne va pas et qu'on fait courir un risque à ce patient. On a un tout petit peu parlé des EHPAD et comme je suis journaliste pour l'agence de presse médicale et notamment je m'adresse aux EHPAD, je voulais savoir si la réflexion avait avancé sur 2 points, sur l'éventuel renforcement du rôle des pharmaciens donc dans la PDA en EHPAD et sur le pharmacien, pareil, une position officielle, plus officielle d'un pharmacien qui serait référent pour les EHPAD sans PUI. Alors, sur la PDA, la réflexion est globale. En EHPAD, souvent, le pharmacien fait aujourd'hui la préparation des doses administrées. Ça correspond à une organisation du circuit de médicaments au sein de l'EHPAD, une sécurité dans les changements de traitement. Et donc, il y a là, une majorité aujourd'hui d'EHPAD qui travaillent avec des pharmaciens d'officine sur la PDA. Et nous souhaitons que le texte sur les bonnes pratiques de préparation des doses administrées soit publié, parce que d'abord c'est nécessaire pour éviter l'hétérogénéité de la façon dont travaillent les pharmaciens ou travaillent d'autres acteurs, et parce que bien sûr la PDA est utile aussi pour des patients qui ne sont pas en institution, qui sont à domicile, où l'infirmière peut préparer, mais où le pharmacien peut aussi préparer quand l'infirmière n'intervient pas sur le patient, parce qu'il n'a que cette difficulté, la gestion de ces traitements. Sur l'intervention des pharmaciens en EHPAD, c'est vrai qu'on a dans la loi, dans les textes, le pharmacien référent qui sont dans les habilitations. On n'est pas arrivé à le faire vivre pour l'instant. C'est un corollaire également avec les bilans de médication partagés, où on travaille avec les médecins traitants et le médecin coordinateur pour choisir dans les classes thérapeutiques les médicaments les plus adaptés, pour déprescrire un certain nombre de médicaments et pour adapter les posologies, parce que la physiologie d'une personne âgée n'est pas celle d'une personne de 60 ans. Et donc là, il y a tout un travail extrêmement intéressant qui est en train de se faire et qu'on a rendu de plus en plus compatible parce qu'on se décroche de la marge commerciale et on est plutôt sur des actes de dispensation sans avoir un corollaire prix ou un corollaire volume. Donc c'est cet accompagnement qu'on est en train de faire. Et je vous disais à Mme Monchamp en aparté, c'est que le débat sur la loi perte d'autonomie, eh bien à un moment, il faudrait qu'on puisse écouter un petit peu les propositions que pourraient faire les pharmaciens, avec d'ailleurs les médecins. Je sais que du côté d'Angoulême, on est en train de travailler justement sur une possibilité d'article 51, intervention des différents professionnels en EHPAD pour déroger à des règles qui ne sont pas adaptées. Donc oui, là le sujet devient urgent. La publication des bonnes pratiques, ça fait 5 ans que l'on attend cette publication. Il faut qu'elle soit publiée et partagée avec les professionnels. Merci et à très bientôt.